Une croyance, c'est un programme. C'est une sorte de programme automatique en nous qui prend l'apparence d'une phrase dans notre tête, dans notre pensée ou dans ce qu'on dit, qui va être « j'y arriverai pas », par exemple. Donc c'est pas juste une pensée, c'est pas juste une opinion, c'est quelque chose de récurrent. C'est une pensée, si on la qualifiait de pensée, on pourrait dire que c'est une pensée récurrente. Elle va revenir régulièrement. Voilà. Et des fois, même de manière non consciente. Exactement. Donc il y a les croyances conscientes, mais ça c'est la minorité, peut-être 1%. Et puis il y a la grande majorité des croyances qui sont inconscientes et qui sont en nous. Je vois qu'elles sont même dans le corps physique, dans les cellules, elles sont dans tous les aspects de notre être, dans notre âme, dans notre psychisme. Et elles font partie de... C'est comme un fond sonore qu'on a oublié d'écouter. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Je suis Fabrice Midal, philosophe plein d'enthousiasme et de passion que j'ai envie de partager avec vous, auteur de nombreux livres dont Suis-je hypersensible et le tout dernier, Comment ne pas laisser le monde se défaire, 19 leçons pour résister. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes coincé dans votre vie, qu'il y a des situations désagréables qui se répètent en boucle, que vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, à réaliser des projets qui sont pourtant décisifs pour vous? Vous êtes coupé de votre puissance. Voilà ce que Marc réussit dans son travail, dans son livre, à éclairer de manière extrêmement fine comment nous sommes coupés de notre propre puissance, pas par une erreur, pas par une sorte de faute, mais par des sortes de croyances que nous ne voyons pas et qui nous bloquent. Et si nous les reconnaissions, et si nous nous en libérions, voilà ce que je vous propose dans cet épisode de Dialogue. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. J'ai l'impression en te lisant que beaucoup de gens, dans ce qui parlent de leurs difficultés qu'ils traversent, leurs problèmes, les relations dans la vie, dans les épreuves de la vie, ce qu'ils disent, sans toujours réussir à le formuler, c'est qu'ils sont coupés de leur propre puissance. Et c'est un peu l'enjeu de ton travail, c'est d'aider chacun à retrouver un rapport à sa propre puissance. Alors peut-être on pourrait essayer de commencer juste par décrire comment ça se manifeste qu'on est coupé de sa propre puissance. Déjà par l'inaction, l'incapacité à voir ce qu'il faut faire, et puis on l'entend beaucoup dans leurs mots. J'y arriverai pas, ou c'est pas possible, ça sert à rien de changer de travail, je trouverai pas mieux, ça sert à rien de divorcer, ça va être pire. Il y a beaucoup de ça sert à rien en fait, d'aveux, d'impossibilité. Alors il y a des gens qui le disent, et puis il y a des gens qui le pensent. Donc ils le verbalisent pas, mais ça peut se voir dans leurs actions. Donc ce qui est très intéressant, je trouve que là comme point de départ c'est très intéressant, beaucoup de gens disent voilà ça servira à rien. En fait, ils ne voient pas que c'est parce qu'ils sont coupés de leur puissance qu'ils ont l'impression qu'ils vont pas y arriver. Et donc l'idée c'est de voir non, avant de dire je peux ou je ne peux pas, est-ce que je peux me reconnecter déjà à ma propre puissance? Ça serait déjà un changement profond d'approche de nos difficultés, de notre vie habituelle. Ce serait bien, mais par contre, le problème, c'est qu'on est tous tellement conditionnés. Ça fait une espèce de trame extrêmement dense, extrêmement puissante, et qui s'est constituée sur des dizaines d'années, souvent. Mais ceci dit, déjà, avec un enfant à l'école qui a 5-6 ans, il est déjà conditionné à un certain type de problème. D'une part, parce que l'hérédité, c'est aussi conditionnant. Donc, on reçoit en quelque sorte un legs parfois d'impuissance ou d'impossibilité de nos ancêtres. Et donc, c'est pas rare qu'un enfant de 6 ans dise à la maîtresse, il s'énerve, il dit « Mais je peux pas! Je comprends rien, j'y arrive, vous voyez ?» Et puis, en fait, il affirme ça comme si c'était la réalité. Puis, en fait, c'est juste son sentiment, sa sensation interne, sa croyance. Mais la maîtresse doit, en fait, quand même le convaincre. Elle doit comme casser un obstacle pour arriver à lui donner confiance en lui et faire qu'il essaye quand même. Et quand il va essayer, il a une expérience positive, donc après, il est un petit peu encouragé, puis il essaye encore et encore. Et donc, ça permet de constituer une puissance, une efficacité dans un certain domaine, dans un certain déroulement de la vie. Donc, il y a des gens qui, devenus adultes, ont fait beaucoup plus d'expériences de puissance que d'impuissance. Donc, ça leur donne un peu plus confiance. Voilà. Donc, du coup, eux, ils sont connectés à leur puissance, ils ont confiance en eux, ou ils ont confiance que la vie va leur donner quelque chose de positif.
Et puis, il y a tous les autres, qui sont plus nombreux en général, qui, eux, ont fait suffisamment d'expériences négatives dans certains domaines pour se mettre à croire qu'en fait, rien n'est jamais acquis, que la chance ne va pas leur sourire, que ça ne va pas se passer comme ils veulent, qu'il y aura des obstacles, qu'il y aura des problèmes, qu'il y aura des difficultés. Donc en fait, il y a un lien très profond entre la puissance et ce que les gens appellent avoir confiance en soi. Je dirais qu'avoir confiance en soi émane de la puissance qu'on ressent et des expériences positives qu'on a eues. Donc si on veut retrouver, disons, confiance en soi, peut-être il faut revenir, il faut essayer de venir en amont, comment sentir sa puissance. Donc la puissance, au sens le plus banal, c'est la capacité de sentir qu'on peut y arriver, qu'on peut faire les choses. Mais ce qui est très intéressant dans ton travail, c'est que tu montres qu'on a un rapport un peu trop, une compréhension de la puissance, soit un peu mécanique, soit juste un peu psychique, mais c'est quasiment une fonction, je ne sais pas comment dire, métaphysique, radicale. C'est beaucoup plus ample que juste quelque chose de juste psychologique. C'est clair, c'est quelque chose de plus spirituel, de plus profond, de plus intime, qui est profondément lié à l'âme. Bien sûr, il y a la puissance corporelle, et puis on peut voir une nette différence entre les puissances corporelles des gens, où telle personne, peut-être nantie d'une très bonne hérédité, a une puissance physique très grande. Voilà, ceux qui font des aventures extrêmes, par exemple, qui survivent à des choses incroyables, ou parfois des soldats qui vivent des choses incroyables, qui survivent à ça. Donc on voit qu'il y a une inégalité de puissance physique, mais il y a aussi des gens qui peuvent nous épater, nous étonner par la vibration de leur âme. Il y a quelque chose de plus en eux. On pourrait imaginer un homme tout chétif qui arrive à faire un truc incroyable, puis tout le monde est étonné. Donc tous les jours, en fait, on est étonné par des miracles. Maintenant, on les voit beaucoup sur YouTube ou Instagram ou d'autres choses. On les voit, ces miracles, on les voit, puis on n'y arrive pas non plus à y croire. Mais de là à se dire que moi, je pourrais le faire, moi, je pourrais être ça, c'est un très, très grand pas. C'est très compliqué pour la plupart des gens. Donc, au fond, la puissance, ça a à voir avec la force de création primaire. Ouais. Donc, au fond, si on reprend l'exemple du petit garçon qui a 6 ans, je peux pas. C'est comme c'est pas que, comme tu dis, c'est pas que un problème psychologique. Nous, dans notre monde, on ne voit ça que psychologique, mais au fond, il est déjà coupé de sa force de création originaire qui est propre à tous les êtres. Oui, absolument. Ouais, cette puissance de création va se manifester à travers différents aspects de l'âme. D'une part, la conscience supérieure, comme je l'appelle dans mes livres, et d'autre part aussi l'inconscient. Ça, c'est 2 forces primaires de création très importantes. Et c'est ce que j'explique dans mon livre sur la veille de la puissance, c'est que chez pas mal de gens, ces 2 forces-là sont déjà en opposition. À l'intérieur, on est déjà en conflit. Donc en fait, une bonne partie de notre impuissance réside d'abord dans les conflits internes qu'on a. Par exemple, entre une croyance et une autre. Par exemple, je crois que je peux, et je crois que je peux pas. Parce qu'on peut être les heureux ou malheureux possesseurs de 2 croyances qui sont divergentes. On peut croire qu'on est aimé et croire qu'on n'est pas aimé. On peut croire qu'on va réussir puis croire qu'on va échouer. Donc ça, tu montres bien que notre être est plus complexe que les représentations psychologiques habituelles, un peu trop unilatérales. On est pris par des forces opposées, des croyances opposées qui agissent en nous, et c'est souvent ces sortes de puissances opposées qui bloquent notre puissance. Mais avant d'entrer dans qu'est-ce qui bloque notre puissance, je voulais vraiment encore, parce que tu le décris très précisément dans le livre, bien montrer cette capacité première d'un être humain à créer sa vie, à entrer dans sa vie. Elle se manifeste, peut-être on peut prendre les différentes manifestations, donc comme tu l'as dit, faire des choix, dessiner des trajectoires, permettre des rencontres, produire du sens, favoriser les synchronicités. Est-ce que tu veux bien essayer d'expliciter un peu tous ces aspects à la fois très simples, mais qu'on oublie, qu'au fond, que c'est ça, la puissance. Ouais. Alors, je vais commencer par les synchronicités, parce qu'en fait, c'est souvent ça le plus important. Et les gens qui se sentent malchanceux, qui ont l'impression qu'il n'y a rien qui va jamais, c'est surtout ça qui leur manque. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a certaines parts de notre âme, et en particulier l'inconscient, qui est comme responsable de la compétence à créer la synchronicité. Donc,
Il y a des exemples uniques que j'ai eus au long de ma carrière, soit avec moi, soit moi-même, soit d'autres gens qui m'ont raconté ça. Alors, des choses évidentes, c'est on pense à quelqu'un et cette personne nous téléphone juste après. Puis on l'a vraiment pas contacté. Là, tout à coup, c'est comme s'il y avait une synergie mentale, comme si on s'était communiqué quelque chose. Moi, il m'est arrivé une aventure. Ouais. Je fais un dialogue ici sur la synchronicité avec quelqu'un. Elle part. Et 4 jours plus tard, par hasard, mon téléphone l'appelle. C'était son anniversaire. Ah oui. Ok. Je me suis dit, surtout que c'était drôle parce que je venais de faire un dialogue sur les synchronicités. Ouais. Et elle avait parlé de synchronicité tout le temps. Moi, c'est pas une notion qui m'est très familière. Voilà un exemple de... Ouais, absolument. Et donc les synchronicités, en fait, c'est comme si on était au bon endroit au bon moment, on active la bonne chose au bon moment. Voilà, par exemple, si on veut rencontrer quelqu'un, on est malheureux en amour, on est tout seul, on veut rencontrer quelqu'un, ben parfois, on décide d'aller boire un café, on le fait jamais, ce jour-là, on va boire un café dans tel bistrot où on va jamais. Tout à coup, ce jour-là, on rencontre une personne qui est disponible et qui vibre à l'unisson avec nous. Donc en fait, quand on crée, on n'est pas tout seul, on fait des synergies. On a besoin les uns des autres. Ça veut dire que les inconscients des autres communiquent avec nos inconscients, et puis c'est comme si à ce moment-là, on se donne des rendez-vous. Moi, j'avais un client, par exemple, qui était tout seul, qui cherchait l'amour. Puis après, il a décidé sur un coup de tête d'aller en Patagonie. Il voulait absolument visiter la Patagonie depuis des années. Il se dit, tant pis, j'irai tout seul en Patagonie. C'est vrai que c'est difficile, c'est un long voyage. Tout seul, c'est peut-être un petit peu plus déprimant, mais il l'a fait. Et là-bas, il a rencontré l'amour de sa vie. Et donc, ce client était suisse. Il se trouve que cette femme était aussi suisse. Et puis, il se trouve qu'ils habitaient dans la même rue. Donc, la synchronicité est évidente. En fait, c'est comme si c'est plus intéressant de se rencontrer dans sa passion, dans un truc un petit peu extrême. Ça nous frappe beaucoup plus l'esprit. Tout le monde, enfin presque tout le monde, a comme ça une légende du couple à raconter. Où est-ce qu'on s'est rencontrés? Comment? Quel hasard a fait qu'on était mis un? Et ça, on aime cette espèce de sens du merveilleux. Donc, l'inconscient est beaucoup responsable du sens du merveilleux. Ce qui est surprenant dans ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression, la puissance, c'est j'ai confiance en moi, j'y vais. On se dit, mais la synchronicité, c'est le hasard. Alors, donc, en fait, on a l'impression que là, tu parles pas du même plan. Donc... Ouais, et pourtant, si. En fait, la puissance, d'abord, c'est de la chance. C'est le fait qu'on reçoive ce qu'on veut. Que ce désir soit conscient ou inconscient, parce que parfois, on peut recevoir quelque chose qu'on n'a pas sciemment ou volontairement demandé. Bien sûr que d'habitude, on comprend les choses comme ça. On veut quelque chose, on s'acharne, on agit, on fait, et on arrive. Mais il y a aussi des gens, et j'en ai rencontré beaucoup, qui se contentent de rêver, de fantasmer un peu, d'avoir des désirs, et puis ça se fait. Donc... Ouais, mais là, c'est un peu dangereux de dire ça. Tu vas encourager les gens à ne plus rien faire. Et moi, je trouve que c'est quand même un vrai problème que... il faut pouvoir avoir un équilibre. Dans le corps, on a un système sympathique qui active les choses, dans le système nerveux sympathique, et on a un système parasympathique qui, pas qui désactive, mais qui calme, et qui permet au corps de se régénérer. Donc je dirais qu'il faut avoir un bon mélange entre action et inaction, ou si vous voulez, action et lâcher prise, ce qui est plus pertinent de dire. Et donc, quand on veut créer quelque chose, si par exemple vous voulez créer une nouvelle entreprise, il y a une limite à l'énergie que vous pouvez déployer, il y a une limite corporelle au temps que vous pouvez consacrer à ça, et inévitablement, à un moment donné, vous devez aller manger, vous devez aller dormir, vous devez aller prendre une douche, vous devez peut-être même sortir dehors, prendre l'air, parce que c'est une activité qui vous est nécessaire. Donc, je pense qu'il faut simplement comprendre les choses dans un équilibre entre action et lâcher prise, et en fait, c'est aussi vrai dans le désir. Par exemple, si on comparait la création de sa vie, le fait de vivre les choses qu'on veut vivre à un peintre qui peint une toile, un peintre, il va peindre une toile avec tout son talent, ses capacités, son intuition, son expérience, mais est-ce qu'il va appuyer très fort avec le pinceau? Non. À moins que ce soit son style. Mais normalement, non. Donc, on ne peut pas définir la qualité d'un peintre à la force avec laquelle il peint, avec la constance ou le nombre d'heures avec lequel il peint. Au final, on voit une œuvre, et cette œuvre, il l'aura fait à sa manière. Donc, ça montre bien qu'en fait, c'est pas l'acharnement qui est toujours la notion fondamentale de la création. C'est cette puissance qui nous met en rapport au réel. Oui, c'est cette puissance intérieure mais qui est malheureusement étouffée par beaucoup de choses. Parlons des autres aspects. Le fait de faire des choix, de dessiner des trajectoires. Alors, faire des choix, dessiner. Alors, faire le choix, c'est le vecteur, c'est ce qui va nous donner cette trajectoire vers une direction donnée.
Très souvent, les êtres humains sont paradoxaux et ils veulent des choses contraires. Donc déjà, ça sabote cette vectorisation. Mais évidemment, dès qu'on on s'est décidé pour quelque chose, on a fait une décision, on va dans un certain choix, après on est porté en quelque sorte par cette décision qu'on a prise, on avance. Et puis s'il y a des obstacles, on essaye de les casser, de les dépasser, de les contourner. Et puis de nouveau là, on peut être saboté par d'autres choses. Mais si on a cette expérience qu'à chaque fois qu'on a décidé, qu'on a choisi quelque chose, ça marche, alors on va s'acharner suffisamment pour réussir, je dirais. Mais de nouveau, ça va dépendre de cette confiance en soi initiale. D'accord, c'est cette confiance qui permet de faire le choix et tracer une trajectoire. Et de la continuer. Et de persévérer quand il y a des obstacles. Ça, je comprends bien. C'est pas très évident le lien que tu as fait entre cette puissance et la synchronicité. J'ai du mal à voir en quoi c'est lié. Notre être, il est en quelque sorte fractal, il a énormément de dimensions et de capacités. Donc, il y a des gens qui expérimentent. Moi, ça a été mon cas pendant des années. J'ai expérimenté l'acharnement, la volonté, la force contre les obstacles. Puis, ça ne donnait pas forcément les résultats que je voulais. Non, ça, c'est clair. Ça, moi, c'est pas moi qui appelle les gens à se foutre la paix et à sortir. C'est ça. L'illusion que par la volonté, on va y arriver est une illusion extraordinairement... très malheureuse, parce que c'est pas parce que je veux que je peux. La volonté, c'est un outil, mais si on en abuse, il faut être attentif, il faut être présent. Sans doute même que la volonté est sans doute même pas du tout nécessaire. Mais donc ça, je vois bien, mais je vois pas le rapport entre il y a une synchronicité, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe, et le fait que je suis en rapport à ma propre puissance. Que je sois ouvert aux synchronicités. Ça, je peux comprendre. Qu'on peut ne pas être ouvert aux synchronicités. Alors, la puissance de création intérieure, la puissance, c'est quelque chose qui va aller dans tout ce qu'on est, dans ce côté fractal. C'est comme une injection d'essence dans une voiture. C'est comme si ça doit pouvoir aller partout. Et donc, il y a des aspects de nous qui favorisent la chance, les synchronicités, les rencontres avec les bonnes personnes au bon moment. Et puis il y a des choses qui vont favoriser le travail acharné, puis il y a des choses qui vont favoriser la volonté, il y a des choses qui vont favoriser l'émotionnalité, et d'autres choses qui vont favoriser le mental, et la réflexion, et la conscience. Donc l'ensemble de tout ce qu'on est baigné par cette puissance initiale. Et il faut qu'elle puisse s'injecter partout. Mais quel rapport avec la synchronicité ? Comment ça se fait, le lien ? La synchronicité, pour moi, c'est cette interaction qui existe entre les âmes, entre les différents inconscients des gens, et qui va permettre les rencontres favorables, les moments de rencontres favorables, et du coup après, le fait de vivre quelque chose en commun. Mais en quoi le fait que j'ai une puissance plus grande va me permettre de vivre plus de synchronicité ? En fait, c'est pas tellement la puissance plus grande. Je dirais que la puissance de tous les êtres, initialement, elle est grande, elle est optimale, et le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ont créé, ou ils se sont laissés créer des obstacles intérieurs qui stoppent cette injection. Moi, je vois bien comment le fait qu'on bloque la puissance fait que j'arrive plus à prendre de choix, j'arrive plus à m'engager, j'arrive plus à trouver de sens, j'ai peur de pas y arriver, j'arrive plus à me décider, mais je vois pas en quoi ça fait que ça me coupe des synchronicités. J'arrive pas à comprendre. Les synchronicités, c'est un fonctionnement qui est basé sur l'inconscient plutôt et cette espèce de puissance fondamentale qui est en nous. Donc, elle va se manifester ou s'illustrer à travers tous les aspects de notre vie. Un enfant, par exemple, souvent, un enfant qui va bien, qui n'a pas de problème particulier, il est dans sa puissance, ça veut dire qu'en fait, il vit de manière déliée. Il est en confiance, mais il n'est pas en confiance parce qu'il a bâti sa confiance, il est en confiance parce qu'il ne se pose pas vraiment de questions. Il est en rapport à la vie en lui, il est en rapport à sa puissance, il est en rapport à sa vie. Donc, voilà, et il y a une sorte de fluidité. Voilà. Moi, j'aimerais bien parler de fluidité, peut-être plus que de synchronicité. La fluidité de la vie, c'est beaucoup plus ce système-là qu'on retrouve chez les enfants. Et puis, quand on va passer à l'adolescence, on va se mettre encore plus de barrières. Quand on va devenir adulte, et puis pour exister dans la normalité, parce qu'en fait, un adulte, d'abord, c'est quelqu'un qui apprend à être normal. Donc, je comprends mieux. En fait, ce que tu veux dire, c'est quand on est coupé notre puissance, on perd de la fluidité. Et donc, on est plus séparé du monde. Donc, on voit moins les synchronicités parce que là, on est un peu enfermé en soi-même. Exactement. En fait, cette puissance de création initiale,
Elle se manifeste de plein de manières, et puis elle traverse tout ce qu'on est. Et ce qu'on est, si c'est bloqué, par exemple, par des croyances, par des interdits, par des décisions néfastes qu'on a faites, ben, la puissance va adopter ça, en fait. C'est comme si elle va nourrir la mauvaise plante, la mauvaise graine en nous. Donc c'est pas juste qu'on est bloqué, on va créer quelque chose de négatif avec notre puissance. Donc quelqu'un qui est profondément pessimiste, parce qu'il a eu, donc moi je comprends très bien pourquoi ils le sont, c'est légitime, j'entends. Je dis pas que c'est illégitime, mais néanmoins un pessimiste va avoir tendance à créer cette négativité qu'il voit sans cesse partout et tout le temps. C'est pas juste quelque chose qui va lui arriver. Donc moi, ma solution n'est pas simplissime en disant t'as qu'à être optimiste. Pour moi, ça c'est une forfaiture, c'est pas possible de penser donc, comme ça. Là, tu reprends une grande expérience spirituelle qui est décrite dans plein de traditions, particulièrement en Orient, que nous co-créons le monde, que notre manière de voir les choses, de penser, crée le monde, que nous vivons pas, ou on pourrait aussi penser à ce que disait Héraclite, les gens vivent plus dans leur monde à eux que dans un monde commun. Ah, c'est clair, ouais. Donc, des illusions, fond, on en a beaucoup. Donc c'est un peu ça qui est un peu le socle de ton travail, et comment tu aides les gens à retrouver leur puissance, c'est faire apparaître comment, sans s'en rendre compte, nous vivons dans une illusion, nous sommes convaincus que c'est la faute de l'autre, ou c'est ma faute, mais nous ne voyons pas qu'au fond, nous co-créons le monde en partie, et que tant qu'on ne voit pas ça, on est tout en train de se taper la tête contre un mur qu'on a créé soi-même. Exactement. Mais ceci dit, on l'a créé nous-mêmes, mais on l'a aussi créé avec plein d'influences externes. C'est clair. Qui sont lourdes, et des influences héréditaires, donc internes, mais par rapport à nous, notre âme, c'est comme quelque chose d'externe. Et en fait, ça nous imbibe tellement que c'est normal qu'au bout d'un moment, on voit plus de solution, qu'on a l'impression que ça va pas marcher, qu'on n'y peut rien. Donc l'important, c'est pas de se blâmer. Ça, c'est très important de pas se blâmer en se disant voilà, c'est moi qui ai foutu tout en l'air. C'est pas positif, ça sert à rien. Mais il faut trouver le moyen de se déconditionner, de perdre ces influences. Tu as raison, c'est un des aspects que j'ai trouvé très intéressant dans ton travail, et une des raisons qui a fait que j'ai voulu t'inviter ici, c'est justement, c'est une approche très déculpabilisante, parce que c'est pas c'est de votre faute parce que vous avez pensé ça que vous êtes bloqué, parce que on est prisonnier de tas de croyances, comme tu as dit, des croyances que j'arrive plus à examiner, elles me semblent des vérités, des croyances que j'ai reçues socialement, et puis on verra après, des fois de manière héréditaire, et tu réussis à repérer comment les croyances s'incrustent en nous, comme malgré nous, parce que c'est ça qui est un peu disons, tu mets le doigt sur une des causes de nos souffrances, c'est que je suis coincé par des croyances qui me bloquent, que je ne vois pas. Parce que c'est ça un peu non seulement je suis pas coupable, en plus je ne suis même pas au courant. Que je vois pas, et que souvent je refuse de voir aussi. Oui, si on me donne l'opportunité, parfois... Des fois je refuse de voir, mais des fois juste, je m'en suis absolument pas rendu compte. Exactement. Que j'avais cette croyance. Pour préparer notre entretien, je t'ai demandé de pouvoir appeler une ou deux personnes qui ont travaillé avec toi. Et une des personnes que j'ai appelées pour essayer de comprendre me raconte que tu lui as montré une croyance qu'elle avait, qu'en tant que femme, il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Elle ne s'en était jamais rendue compte, elle n'avait jamais vu, elle a compris d'où ça venait dans son histoire, et ça l'a libérée sur le champ. Et donc, des fois, c'est même ça donne un côté un peu presque un peu miraculeux de ton travail, puisque quand on trouve une croyance qu'on n'a pas vue, elle était très heureuse de découvrir qu'elle avait cette croyance, alors que c'était pourtant une femme qui réussissait professionnellement, mais il y avait comme une croyance de son histoire qui faisait qu'il y a un truc qu'elle ne pouvait pas faire. Et donc, c'est important, je crois même ceux qui n'ont pas travaillé avec toi, on peut sentir ça, que c'est vrai qu'il y a des croyances qu'on a en nous, qu'on ne sait pas d'où ça vient, et elles nous bloquent. Alors peut-être on va essayer de creuser un peu ce que tu appelles croyance, parce que je trouve que il faut un peu creuser, parce que c'est plus ample que ce que le mot habituel veut dire par croyance. Exactement, ouais. C'est pas... Ouais. Tu emploies, faute de mieux, le mot croyance, mais on sent que c'est beaucoup plus vaste, parce que c'est des croyances, c'est des mémoires, c'est des décisions anciennes, c'est des schémas,
c'est des logiques, c'est des blessures émotionnelles, c'est un peu tout ça. Alors tout ça, c'est ce que j'appelle le conditionnement global. Oui. Et les croyances, c'est un élément de ça. Mais dans les croyances, on a dans le vocabulaire plusieurs mots qui le décrivent différemment. D'ailleurs, j'ai traduit certains de mes livres dans d'autres langues, et puis c'est intéressant parce que justement le mot croyance, les différents mots qu'on utilise pour les croyances, certitude, savoir, vérité, conviction, supposition, préjugé, c'est pas pareil dans toutes les langues. Ils n'ont pas parfois toujours les mêmes mots, où il y aura un mot qui va décrire les deux aspects. Et donc, mais au fond, les croyances, c'est pas juste une opinion. C'est très important. Il faut pas se dire une croyance, c'est une opinion. Une croyance, c'est un programme. C'est une sorte de programme automatique en nous qui prend l'apparence d'une phrase dans notre tête, dans notre pensée ou dans ce qu'on dit, qui va être « j'y arriverai pas », par exemple. Donc c'est pas juste une pensée, c'est pas juste une opinion, c'est quelque chose de récurrent. C'est une pensée, si on la qualifiait de pensée, on pourrait dire que c'est une pensée récurrente. Elle va revenir régulièrement. Voilà. Et des fois, même de manière non consciente. Exactement. Donc il y a les croyances conscientes, mais ça c'est la minorité, peut-être 1%. Et puis, il y a la grande majorité des croyances qui sont inconscientes et qui sont en nous. Je vois qu'elles sont même dans le corps physique, dans les cellules, elles sont dans tous les aspects de notre être, dans notre âme, dans notre psychisme. Et elles font partie de... C'est comme un fond sonore qu'on a oublié d'écouter. Ça, c'est bien dit. Ouais. Ou c'est comme dans l'espace, le fond diffus cosmologique, quoi. C'est toutes ces... qui nous posent des problèmes quand on regarde avec les télescopes. Ou bien des appareils qui enregistrent les sons et choses comme ça, il y a ce fond diffus cosmologique qui doit être en fait comme d'abord supprimé par des ordinateurs pour qu'on arrive à voir quelque chose. Donc ce fond diffus, il est hyper important. En nous, on a de 200 000 à 1 million de croyances. C'est faramineux. Parce qu'on en fait, c'est pas juste qu'on les reçoit, mais on en fait pour chaque objet de l'existence. On peut croire des choses sur les tables. Normalement, on ne croit pas à des choses sur les tables, mais on pourrait dire « Ah, ces tables sont jamais au bon endroit, je me tape toujours dessus. » Alors, la plupart des croyances qu'on a dans ces centaines de croyances sont pas graves, mais il y en a qui nous bloquent. Ouais, il y en a qui sont essentielles, qui vont bloquer l'essence, la puissance, etc. Comme je suis rien, je vaux rien, j'y arriverai pas, je ne serai jamais aimé. Des choses violentes, en fait, très très violentes, qu'on dit quand on est désespéré. Hein. On les dit quand on est dans le désespoir. Sinon, on les dit pas, mais elles sont là quand même. Ouais, elles sont là-dedans. Ouais. Donc les enfants les disent beaucoup plus vite, parce qu'en fait, ils craquent nerveusement, ils pleurent, puis du coup, ils balancent toute la sauce. Et donc, on les voit. Avec eux, on les entend. Avec les adultes, c'est plus compliqué, parce que un adulte a toujours tendance à dissimuler ou cacher quelque chose en soi. Il ne montre pas de manière évidente tout ce qu'il est. Il va peut-être le montrer à son conjoint, sa conjointe, mais pas à tout le monde. Donc en fait, cette personne ne va pas bénéficier de l'aide, du regard des autres, qui nous est souvent nécessaire pour découvrir quelles croyances on a. Tandis qu'avec un enfant, si on interagit avec un enfant et qu'on a un rôle vis-à-vis de lui de précepteur, comme parent, professeur, on va lui montrer, on va dire « Mais non, tu peux y arriver. Regarde là, t'as échoué, mais c'est juste une fois. » Mais en fait, c'est comme ça dans la vie. On essaye. Quand t'as appris à marcher, t'as essayé pendant des mois, t'es tombé plein de fois, mais t'avais la motivation, puis t'as réussi. Donc pourquoi t'arriverais pas là? C'est pareil. Donc on explique ça à l'enfant, et en fait, souvent c'est ce qu'on fait. On essaye d'utiliser une explication pour casser la croyance de l'autre. On essaie de la rompre. Mais c'est tellement difficile. Parce que, en fait, c'est un système auquel on tient. C'est comme si ce système s'autodéfend. Donc c'est beaucoup plus simple de trouver une méthode pour supprimer la croyance que d'aller la casser chez l'autre. Mais ça dépend de soi. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui peut faire ce travail pour vous. C'est vous qui devez vous-même supprimer ces croyances. Comment on fait? Maintenant, on arrive dans le dur de notre entretien. Voilà. Ouais. Là, jusqu'à présent, ça va. Ouais. Maintenant, là, comment on fait concrètement pour réussir? Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on peut les effacer. On peut les supprimer avec l'intention ou la volonté. Le cœur de ta proposition. Ouais. C'est ça, c'est cet effacement qui est un petit peu curieux pour la plupart des gens, comme si c'était trop simple. Mais moi, j'ai essayé une trentaine de techniques thérapeutiques différentes sur moi, donc comme patient pendant des années. J'ai lu énormément de livres aussi sur ces sujets-là. Et puis en fait, il y a des tas de techniques. Par exemple, il y a des techniques dans lesquelles il faut tapoter des points méridiens, penser à la croyance qui nous pose problème, la croyance limitante. Puis après, c'est censé supprimer ou affaiblir l'effet de cette croyance en nous. Il y en a d'autres
Il y en a où on peut travailler en EMDR, par exemple, avec les balayages devant les yeux. On peut penser à des croyances limitantes aussi. Alors souvent, c'est plutôt pour les traumatismes, mais on peut aussi l'utiliser comme ça. Et puis tout à coup, on peut trouver un soulagement. Mais si vous travaillez sur une croyance à la fois, comme ça, alors qu'on en a plusieurs centaines de milliers, c'est infini le temps que ça prend. C'est beaucoup trop long. Donc moi, j'ai commencé avec ce genre d'outils, et j'en ai essayé plein. C'était pas très satisfaisant souvent. Et puis tout à coup, un jour, j'ai eu comme une révélation, une sorte d'illumination. Je me suis dit, mais en fait, je peux les effacer, je peux en effacer une. Et j'ai essayé de faire ça. Et la première fois que j'ai effacé une croyance, c'était vers l'an 2000. Eh ben, la croyance que j'avais trouvée qui me limitait, c'était « je suis mon esprit ». C'est-à-dire que je suis limité à mon esprit. C'était une croyance, c'est pas très conventionnel, c'est pas on pourrait travailler avec des croyances un peu plus pragmatiques, etc. Mais c'est celle-là qui m'est venue. Et donc j'ai effacé cette croyance, je l'ai fait vraiment en conscience. Je l'ai dit plusieurs fois, même si c'est pas nécessaire, je l'ai dit plusieurs fois. Et donc souvent le vecteur de l'effacement, on utilise la voix parce qu'il y a une sorte d'affirmation dans la voix qui aide le processus. Et puis voilà. Et après j'ai rien senti, il s'est rien passé, sauf que tout à coup j'ai développé un lumbago. Puis pendant 4 jours, j'ai eu un lumbago. Sauf que j'avais juste rien fait. J'avais pas soulevé de lourde charge, j'avais aucune raison valable d'avoir un lumbago, dans toutes les raisons habituelles du monde. Et donc ça m'a dit, tiens, il se passe un truc, c'est bizarre. Et puis après, j'ai continué, et j'ai cherché d'autres croyances à effacer. Et puis, déjà, après j'ai perdu le lumbago, mais 2, j'ai découvert plein de choses, et puis ça m'a fait faire des progrès intérieurs considérables. Donc, ma technique se rapprocherait plus de... Et pourquoi tu as eu un lumbago ? C'était comme s'il y avait une réaction corporelle au fait que j'effaçais une croyance. Ah non, c'est angoissant. Alors oui, dans ce cas-là, c'est particulier, sauf que après, j'ai trouvé des moyens pour que les réactions corporelles soient minimisées. C'est-à-dire qu'en fait, si on efface beaucoup de croyances d'un coup au lieu d'une seule, déjà, c'est plus facile, parce qu'en fait, c'est un réseau intérieur qui a tendance à s'autodéfendre, comme je l'ai dit avant. Donc parfois, travailler sur une, ça en active d'autres, et puis ça crée des problèmes. Donc on peut faire des choses tout à fait... La plupart de mes patients, quand je travaille avec eux, quand ils effacent leurs croyances avec moi, c'est anodin, ça fait pas mal. Mais il y en a quand même qui auront parfois des réactions spontanées physiques ou émotionnelles, de libération en général, et puis la plupart du temps, ça leur fait plutôt du bien, ça leur permet d'accréditer qu'il se passe quelque chose. Donc l'axe, c'est effacer la croyance, simplement par la voix, en se disant qu'on efface la croyance. Donc la question, évidemment, première, c'est d'arriver à repérer la croyance qu'il faut effacer. Alors, comme tu dis, il faut en trouver plusieurs. Comment on trouve les croyances qu'il nous faut effacer ? Alors, déjà, on s'écoute penser et on s'écoute parler. Et puis, les croyances, c'est toujours des dénégations, souvent. Hein, je peux pas, j'y arrive pas. La plupart du temps, elles sont formulées en ne pas, en non, etc. Bon, je peux pas prendre la parole en public. Ça, je peux pas. Okay. C'est une peur que beaucoup de gens ont. D'accord. Comment je fais là, si je me dis, c'est comme est-ce que ça ressemble pas un peu à la méthode Coué ? Je me dis, bon, j'efface le fait que j'ai peur de prendre la parole en public. Non, parce que là, tu essaierais d'effacer une émotion, et ça marche pas. Ce que moi, je propose... Très important. La croyance, elle est en dessous. Et imaginons qu'on soit un jardin potager. Les émotions et les pensées, c'est les légumes qui poussent de notre jardin. Les croyances, c'est comme des minéraux qui se trouvent dans la terre, dans l'humus, et qui vont faire que le légume pousse d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Donc souvent, les gens ne voient que leurs émotions sans voir les... J'ai peur de prendre la parole en public. Là, je vois l'émotion. Oui. Je vois à la rigueur ce sentiment que j'ai. Oui. C'est vrai que c'est pas... À la rigueur, voilà ce que je crois. Mais toi, ce que tu veux regarder, c'est quelles sont les croyances en dessous de ça. Ouais. Et qu'est-ce que ça pourrait être ? Parce que les croyances sont causales. Qu'est-ce qui pourrait être comme... Alors, par exemple, c'est la croyance, c'est ça va mal se passer, je vais bégayer, je vais pas arriver à dire ce que je veux dire, je vais être jugé. Il y en aura plein d'autres. Je remarque que j'ai la croyance, je vais être jugé négativement. Voilà. Qu'est-ce que à ce moment-là, tu dis, j'efface cette croyance et conception. J'efface cette croyance et conception. Voilà. Partout, c'est nécessaire. Enfin, dans mes livres, je donne des formulations plus complètes, etc. Mais globalement, si tu dis j'efface cette croyance et conception partout, c'est nécessaire, il va se passer un truc. Sauf que, alors si tu es débutant avec ma méthode puis que tu n'as jamais fait, dès que tu vas le faire, tu vas avoir une pensée genre mais ça va pas marcher. C'est clair. Donc tu dois aussi effacer la croyance et conception que ça va pas marcher. Donc on a des croyances
sur l'effacement, ou on a des croyances sur les processus, sur comment les choses se font. Un des trucs qui bloque le plus de gens, c'est que la société est noyautée par des tas et des tas de croyances de complexité. On croit que ça doit être compliqué. Vous voyez ? Ça peut pas être simple. Il y a des choses qui nous enquiquinent depuis des millénaires. Une personne comme ça peut pas arriver avec un effacement à la noix et puis dire que ça marche. C'est débile. D'accord ? Donc en fait, on a initialement une résistance à tout ce qui est nouveau, tout ce qui pourrait marcher, etc., parce qu'on croit des choses. Donc il faut d'abord préalablement effacer ses croyances et conceptions sur ça. C'est ce que je propose dans mon premier livre. Il faut d'abord effacer ça. Et donc, on est obligé d'entrer dans l'effacement par un truc expérientiel. C'est un peu comme Indiana Jones, quand il traverse le vide, il doit faire le pas de la foi. En fait, il y a une sorte de pont qu'on ne voit pas, mais il fait un pas de la foi. Ben, c'est un peu la même idée. Alors, c'est pas bien grave, hein, c'est pas un énorme risque à prendre. Mais, alors ceci dit, j'ai eu des clients où c'était rédhibitoire. Même ça, ils ne voulaient pas. Donc, en fait, la plupart des gens tiennent à leurs croyances, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que d'une part, on confond croyance et identité. On croit que ce qu'on est dépend des croyances que l'on a. Et en fait, non. Ah non, pour moi, c'est une erreur fondamentale. Ça dépend des mémoires qu'on a, des expériences qu'on a vécues, et de quelque chose de primaire dans l'âme, une sorte d'identité primaire, qui est un peu notre marque de fabrique, notre originalité, et qui est indéniable. On le voit dans les relations amicales, amoureuses, on va très bien identifier, et on va dire, oui, lui, il est comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose de particulier. Donc, et en fait, c'est ça qu'on aime chez les gens, puis c'est ça notre vraie identité, notre vraie valeur. Mais nous vivons dans une société où on nous dit, si tu crois ça, t'es dans mon camp. Si tu crois pas ça, t'es mon ennemi. Si tu crois ça, t'es un débile. Donc, de facto, on nous conditionne à croire des choses et à prendre des camps. Donc, évidemment qu'à l'intérieur de nous, les croyances ont tendance à se défendre, en quelque sorte. Donc, initialement, c'est pas un truc qu'on a envie de faire. Enfin, c'est des croyances, il y a une hostilité. Moi, je ne suis pas venu non plus spontanément. Hein. C'était pas mon premier chemin dans la thérapie. J'ai fait pas mal de choses avant d'y arriver. Donc, c'était quelque chose qui était qui est devenu de plus en plus facile pour moi. Maintenant, pour moi, c'est totalement anodin. Et puis, en effaçant énormément de croyances en moi, j'ai pas perdu mon identité, j'ai pas perdu mon originalité, je me suis pas diminué. Au contraire, je me suis amélioré. Donc, ton livre prend le lecteur par la main pour lui montrer tous les types de conditionnement oui. Pour les repérer c'est ça. Et les effacer. L'un après l'autre, dans un sens qui, je dirais, pour moi, est logique, dans le sens que c'est un sens où la difficulté augmente, mais tranquille. Puis comme on a fait la première étape, la deuxième est plus facile. Comme on a fait la deuxième, la troisième est plus facile. Donc c'est quelque chose qui est évolutif et facile à faire. Maintenant, il y a les résistances initiales, mais à partir du moment où vous vous appliquez, ces résistances s'en vont tout de suite. C'est-à-dire que les croyances que vous pouvez avoir, comme quoi vos croyances vous sont nécessaires, si vous les effacez, tout à coup, ça devient simple. Est-ce que tu as une idée pourquoi ça marche comme ça ? Pourquoi on peut effacer une croyance aussi simplement ? Alors, moi, je vois les choses comme ça. Je pense que dans l'existence, tous les êtres, toutes les âmes créent, et que, comme on crée beaucoup, on est obsédé par notre création. Mais en fait, on décrée aussi des choses au quotidien. Par exemple, on efface des mémoires, des expériences vécues. On oublie des choses. La plupart des gens ne se rappellent pas qu'est-ce qu'ils ont mangé le mercredi de la semaine d'avant. Ils n'ont aucune idée. Pourquoi ils n'ont aucune idée ? Parce que ça n'a aucune importance. Il y a quelque chose en nous qui trille. Que ce soit le subconscient, l'inconscient ou le conscient, il y a quelque chose en nous qui trille. Et qui va dire, voilà, cette mémoire-là, on dump. Pas besoin de la garder, c'est pas important. Donc on oublie des tas de choses dans notre vie. Mais un des trucs qu'on va constater en vieillissant, c'est qu'une des choses qu'on a la peine à oublier, c'est les traumatismes qu'on a vécus. Les blessures qui s'accrochent en nous. Ce sont des mémoires qui ne vont pas s'effacer communément. Alors que chez un enfant, ça s'efface plus vite. Un enfant, par exemple, il va tomber 15 000 fois sur les genoux ou les mains quand il va jouer dehors. À chaque fois, c'est une source de drame très importante. Il va beaucoup pleurer, ça va être difficile, il aura besoin de ses parents. Mais une fois qu'il a été cocolé, réconforté, il va retourner jouer. Et puis, une semaine après, 2 semaines après, c'est plus un souvenir pour lui. Et du coup, c'est plus un handicap. Alors que les adultes ont tendance à conserver toute leur mémoire un peu comme des boulets. Et ils avancent avec ça dans la vie. Donc ça rend tout beaucoup plus compliqué. Et donc il y a une structure en nous extrêmement, je dirais, complexe
tenue qui va être mélangée entre les mémoires que l'on a, les associations qu'on fait entre nos mémoires et avec nos croyances, et les croyances qu'on a et qui viennent aussi de l'expérience vécue. Un exemple tout simple, c'est j'ai échoué 3 ou 4 fois à un concours à l'école ou à l'université. Eh ben, j'accumule ces mémoires d'échecs et ces émotions, parce que ça me fait beaucoup d'émotions, ça me fait souffrir. J'associe les choses ensemble, tout est associé à ça. Au bout d'un moment, on associe ça au bâtiment, on associe ça à la table sur laquelle on fait l'examen, on associe ça au crayon avec lequel on a fait l'examen. Et du coup, on devient aussi très superstitieux. Donc, on bâtit des croyances sur ce qui s'est passé. Par exemple, on va dire « Ah non, mais si je tombe sur ce prof-là, c'est foutu, c'est clair d'emblée, ça va pas marcher. » Voilà. Et plus les choses nous échappent, plus la causalité semble nous échapper, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de nous, plus on va devenir superstitieux. Donc on va créer des croyances de plus en plus insensées pour essayer, en fait, parce que la tendance qu'on a en nous, c'est qu'on essaye de dominer l'expérience, n'est-ce pas ? On essaye de la verrouiller d'une certaine manière pour pouvoir se rassurer en se disant « si je fais comme ça va marcher ». Puis en fait, quand tout ne dépend pas de nous, eh ben, on crée quand même des croyances pour essayer de se rassurer et de verrouiller l'expérience, mais là, ça devient de la superstition, parce que ça n'a pas de base. Un exemple, pas seulement les pilotes, mais aussi tous les membres d'équipage des bombardiers américains ou anglais qui allaient bombarder l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre, ils avaient une chance en fait infime de s'en sortir vivants. C'était horrible ce truc même à 5000 mètres d'altitude, de survoler, d'être pris en chasse par des avions qu'on ne peut pas esquiver, ils devaient rester en formation, par une flaque en bas qui leur tire dessus. Donc comment faire pour survivre ? Il n'y a pas de moyen direct. Ça ne dépend pas de nous. Donc ces gens développaient des tocs et des superstitions. Ils disaient si je prends ma boule à neige que ma copine m'a envoyée, c'est un porte-bonheur et comme ça je vais survivre. La dernière fois j'avais cette écharpe, j'ai survécu donc je remets la même. Écoute, cette fois c'est toi qui vas voler, moi je vole pas, je te donne mon écharpe comme ça tu vas survivre. Ce sont des choses qui étaient extrêmement courantes. Donc en fait on utilise et on surutilise le système des croyances, mais c'est beaucoup pour se rassurer. Mais en soi c'est pas utile, ça sert à rien. C'est la puissance fondamentale qui nous permet de survivre ou de ne pas survivre, d'avoir de la chance ou pas de la chance. Donc l'enjeu, c'est pas à pas de repérer ces croyances et de les effacer. Et c'est ça que tu proposes dans le livre. Avec tous les autres conditionnements, parce que les croyances, c'est juste une porte d'entrée, très importante, c'est les briques en quelque sorte. Alors, quels sont les autres conditionnements ? Alors, il y aura les mémoires associations, j'en ai parlé, sauf que là, on fait autrement préfacé, on fait très attention. Les mémoires, ça c'est très très important. Donc je montre une méthode comment faire ça de manière un peu laser, de manière très précise, parce qu'il y a des mémoires qui vont soutenir des croyances négatives, donc celles-là, c'est bien si on les efface. Et dans un même événement donné, les mémoires, il y a la mémoire du fait, n'est-ce pas ? Le fait réel, et il y a les mémoires périphériques, j'ai envie de dire, ou secondaires. Et donc très souvent, le problème réside dans les mémoires secondaires et pas la mémoire de l'événement lui-même. Si on prend par exemple l'abus, le viol, j'ai traité beaucoup de patients qui avaient vécu ça, pour les aider à se libérer de ce poids antérieur, de cette souffrance. Eh bien, les mémoires périphériques du viol, ce sont des choses qu'on peut effacer, même qu'on doit effacer. Tandis qu'il y a des gens, parfois, ils oublient qu'ils ont été abusés quand ils étaient jeunes. J'ai une cliente, par exemple, ça lui est revenu pendant qu'elle accouchait. Donc, à cause peut-être de l'attraction dans le vagin, je sais pas, c'était quelque chose, tout à coup, ça lui remontait. Donc, imaginez le trauma au moment d'un accouchement, quoi, le cauchemar. Et en fait, avec elle et avec d'autres, on a effacé les mémoires périphériques de l'abus. C'est-à-dire qu'on peut se rappeler qu'on a vécu un abus, mais toutes les autres mémoires qui sont celles qui nous font réellement souffrir, donc les mémoires olfactives, auditives, visuelles, sensorielles, émotionnelles, on peut les effacer et ça permet de libérer beaucoup de traumas. Ça permet d'avoir de la résilience, en fait, de guérir ça, de digérer l'événement vraiment pleinement. Donc les 3 éléments de base, c'est croyance, mémoire, association. Puis après, il y en a d'autres qui sont, selon comment on le regarde, parfois plus importants ou plus puissants, et que j'appelle les logiques, les schémas, les décisions, les interdits, les promesses, les stases, par exemple. Et ça, ce sont des choses qui ont chacun un sens. C'est comme si c'était des mémoires spécialisées en nous qui retiennent un certain élément de notre expérience et qui vont après nous conditionner, donc nous verrouiller. Tu peux expliquer un peu plus en détail ?
Ok, alors si je prends par exemple les logiques, ça va beaucoup parler au côté rationnel. Les logiques, en fait, ce sont des sortes de super croyances. C'est qu'est-ce qu'on trouve logique dans la vie. Et quand on expérimente quelque chose où une logique qu'on a est bafouée, on est tout perturbé. On ne sait pas à quel sens vouer, on ne comprend pas. C'est pas normal. Donc si par exemple on trouve logique qu'une mère aime son enfant, et puis qu'on va, peut-être les policiers vivent ce genre de situation, les assistants sociaux, et qu'on va dans une famille où on voit que de manière évidente la mère maltraite ses enfants constamment, on est choqué. Parce que c'est pas logique. C'est juste. Quand un père fait ça, ça paraît moins illogique. Mais quand une mère le fait, c'est complètement illogique, donc c'est plus choquant. Donc les logiques, on peut les repérer en fonction de par quoi on est choqué. Donc par exemple, si je disais maintenant que les méchants sont jamais punis à la fin, ni dans la mort, ni dans la vie, et je ne l'affirme pas, hein, mais si je le disais, la plupart des gens diront oh, « Comment ? Mais c'est un scandale, c'est pas possible !» Parce que pour eux, c'est logique que quelqu'un de méchant soit puni à la fin. D'accord ? Donc une logique, c'est quelque chose qui va complètement façonner notre pensée et nous obliger de penser, de croire d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des super croyances. Et donc les croyances, association à mémoire plus logique, vont activer en nous des sortes de schémas. Et les schémas, c'est le nom que je donne à ce qui va se répéter. Dès qu'on utilise toujours ou jamais, il y a une notion de répétition. J'ai jamais de chance. Dès qu'on dit ça, c'est que ça montre que c'est un schéma. Ou bien, je suis sûr que je vais rater encore une fois, c'est un schéma. Il arrive toujours en retard, c'est son schéma. Qu'est-ce qui est le plus important quand des retours que tu as des gens qui lisent ton livre? Est-ce que c'est de réussir, grâce à ton approche, de repérer les croyances, les schémas, les logiques? Ou est-ce que c'est la partie d'effacement? Ou est-ce que c'est... Non, alors c'est la partie d'effacement. C'est le plus important. Oui, parce que moi j'ai eu des gens qui lisaient mon livre sans faire les corrections que je propose. Et en fait, chapitre après chapitre, c'est comme s'ils bâtissaient en eux du stress. Parce que si on regarde... C'est pareil si quelqu'un vous oblige à évoquer un mauvais souvenir de votre passé. Vraiment. Puis vous devez raconter une situation où vous avez été beaucoup traumatisé. Alors, parfois, c'est ce qu'on fait chez un psy, mais le but, c'est de le dénouer. Mais imaginons que ce n'est pas un psy, c'est juste quelqu'un qui vous force à revenir sans cesse dessus. Oui, mais quand tu as ressenti ça, qu'est-ce que tu as fait ? Le stress, il monte. Quand on évoque des souvenirs passés négatifs, il y a le stress qui monte, il y a des émotions qui montent. Donc, quand on lit un livre comme ça de développement personnel, où il n'y a pas de solution, il n'y a pas de clé, de truc pour se libérer, on crée un stress de pire en pire. Donc il y a des gens qui ont abonné mon bouquin parce qu'ils disaient « mais je veux plus lire ce truc, ça me stresse ». Donc il faut le lire et faire les corrections. Ouais. Donc tu dis des fois correction, des fois effacement. Alors une correction, ce sera souvent un mélange d'effacement. C'est pour simplifier les corrections. Donc l'idée, c'est pas, après, d'être en surveillance constante de soi. Ce que je veux apporter avec ma thérapie ou mon livre, c'est un nettoyage primaire qui va nettoyer tout ce qui doit être nettoyé pour revenir dans cette puissance fondamentale. Et une fois qu'on a fait ça, après, on peut y revenir de temps en temps, mais c'est pas forcément une pratique quotidienne tout le temps. C'est vraiment, on peut, un peu comme si on avait une opération chirurgicale où on enlève toutes les tumeurs, après on peut vivre, quoi. On n'est plus obligé d'avoir peur constamment que ça recommence. Quand les gens font un travail avec toi, quelle est la différence par rapport au livre ? Bon, alors dans le livre, j'étais obligé de choisir une certaine partie de ce que je sais faire et puis de l'organiser de telle manière à ce que toute personne, même novice, puisse accomplir toutes les corrections jusqu'au bout du livre et se sentir compétent dedans. Donc il y a des choses, par exemple, travailler sur l'hérédité, je le propose un peu, mais je peux faire beaucoup plus en séance. Travailler sur des blessures graves, des traumatismes violents, sur des allergies, sur des problèmes physiques, sur des inhibitions internes comme des phobies ou des choses comme ça. Ça demande un peu plus de doigté, ça demande des corrections plus évoluées, plus compliquées. Et puis du coup, ça, c'est ce que je vais donner à mes patients. Alors c'est clair, si vous voulez, le livre correspondrait à peut-être 2 ou 5% de ce que je peux faire au cabinet. Mais c'est un 2 ou un 5% fondamental. Et puis ce que j'aime bien dire, c'est que c'est comme ça que j'ai commencé. Donc moi, j'ai fait plein d'autres thérapies, j'ai été formé aussi à plein d'autres thérapies, avant ça et encore après, quand j'ai découvert ça. Mais en fait,
moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ce que j'ai trouvé là, c'est ce qui m'a le plus libéré de tout ce que j'ai essayé. Mais vraiment d'une manière évidente et fondamentale. Ben, merci infiniment, Marc. J'espère que ça donnera envie à tout le monde de lire ton livre. Merci, Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci, parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange. Et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Ben, je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.